Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau. Place à la rencontre et à la conversation avec notre invitée. Ce midi, elle est romancière, essayiste, traductrice et scénariste. Si elle a d'abord écrit pour la jeunesse, toutes les thématiques abordées dans ses différents écrits s'entrecoupent, se parlent, se répondent en miroir. L'un de ses romans deviendra un film. Sa passion pour l'écrivain Aaron Appelfeld s'est transformée. Elle est devenue son amie, puis sa traductrice française. Et on retrouve dans son dernier livre une ville et un personnage, ici secondaire, dont on avait fait la connaissance il y a quelques années dans son tout premier roman pour adultes, c'était en 2006. Ça peut être aussi ça, de se construire, de construire une œuvre et de construire l'écrivaine que l'on est, écrivaine dont le dernier roman s'intitule Qui vive et qui paraît ces jours-ci aux éditions de l'Olivier. Valérie Zenati, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci beaucoup pour cette invitation. On est ravis de vous accueillir. Qui vive raconte l'histoire d'une femme qui part pour un voyage initiatique nécessaire pour elle en Israël, à Tel Aviv puis à Jérusalem. Ce sont les événements du monde et l'actualité qui l'ont bousculée, désorientée. On va prendre le temps évidemment de raconter pourquoi. Est-ce que vous aussi, Valérie Zenati, vous êtes aujourd'hui bousculée, désorientée par l'actualité, effectivement, qui se télescope avec la sortie de ce livre? Alors je parle bien sûr, pour être très clair, des attaques du Hamas du 7 octobre dernier en Israël et la guerre qui dure depuis. Oui, je pense que je suis à la fois en état d'étonnement, de questionnement par rapport à quelque chose qui est au cœur du livre et qui est un questionnement sur le temps et sur le tempo du temps, en fait. Voilà, il y a le temps, et puis à l'intérieur du temps, il y a un rythme qui peut paraître saccadé parfois, très rapide, très lent. Là, il y a une précipitation du temps ces derniers mois qui a télescopé quelque chose qui a été le temps long de l'écriture pour moi, temps long durant lequel j'ai collé à ce personnage de Mathilde et à son questionnement sur le mouvement de l'histoire. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir passer du temps sur cette question. Et puis tout à coup, l'histoire elle-même s'est accélérée, s'est emballée et me laisse tout aussi, je pense, désemparée et désorientée que les gens qui y font face. Vous avez mis plusieurs années pour écrire ce roman, dont l'écriture s'est terminée avant le mois d'octobre dernier. Sûr, oui. On imagine Mathilde aujourd'hui, en janvier 2024, comment elle réagirait face effectivement à cette actualité. On dit toujours l'actualité ne s'arrête jamais. Il se passe toujours quelque chose. Oui, je crois que ce qui s'est passé pour elle, pour ce personnage qui est tout de même professeur d'histoire géo, donc il y a quelque chose qui la constitue dans son rapport au monde qui passe par l'histoire et qui est déstabilisé par l'histoire de ces dernières années. Il y a quelque chose qui la met en état d'écoute et d'éveil. Et d'une certaine manière, ce mouvement dont on va parler et qui l'amène de la France vers Israël, pour des raisons qui sont, je veux dire, plus poétiques que politiques, ce mouvement-là, je me dis a posteriori que c'était presque une intuition de mon personnage. Parce que ce qu'elle va trouver là-bas, ce sont de grandes déchirures internes et une forme de chaos et presque de catastrophe annoncée, évitée, suspendue. Et donc il y a eu une intuition du personnage et je distingue vraiment entre moi et le personnage parce que je pense que c'est la force de l'écriture de nous permettre de trouver des cadres qui sont pas vraiment les nôtres mais dans lesquels on peut découvrir soi-même quelque chose. Est-ce que l'actualité change aujourd'hui la lecture de ce roman, de fait ? Alors pour les lecteurs peut-être, je ne sais pas, pour l'instant, voilà, le livre sort demain, j'ai eu des premiers retours de lecture. Vous l'avez pas relu d'une autre façon depuis les derniers événements ? Non, pas vraiment. Vous savez, quand un livre est terminé, il y a ce moment où il sort de moi et ma question c'est de savoir s'il va être pris en charge par quelques autres personnes. Et ensuite, je crois que il me semble que de façon générale, ce livre permet au lecteur de trouver sa place et sa propre interprétation. On y reviendra peut-être aussi, mais ce qui, pour moi, ce qui définit peut-être notre époque, c'est une grande agitation et une grande opacité. On a du mal à décrypter, déchiffrer
parce qu'on a énormément d'informations, énormément aussi de désir d'affirmer un point de vue, d'être porteur de solutions. Et face à ça, face à cette opacité, cette agitation, j'ai cherché un roman qui serait peut-être plus calme que le rythme actuel, mais qui aussi irait chercher du côté de l'opacité et de l'énigme pour que ce personnage et le lecteur avec puisse lui-même se dire « Ah, alors peut-être que la réalité nous raconte ça. Qu'est-ce que nous raconte la réalité ?» Et Mathilde, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à théoriser la réalité, loin de là. Elle est en prise avec la réalité par ses sens. Donc, les sens, c'est ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on éprouve dans un paysage, face à des êtres humains. Et c'est vraiment la matière première de son expérience. Et donc le lecteur aussi va faire face à ça. Alors peut-être que des gens le liront vraiment avec le 7 octobre et toute la période qui suit depuis de destruction et de guerre en tête. Peut-être que d'autres le liront à la faveur d'autres fils qui sont présents dans le livre. Parce qu'évidemment, oui, il a été écrit bien avant et sans vouloir annoncer quoi que ce soit. Mais je dirais aussi que c'est un livre dont l'écriture a été accompagnée fortement par des philosophes, des poètes, des historiens. Et je pense beaucoup à Patrick Boucheron, par exemple, ces derniers temps, et à ce livre qu'il a écrit, Le temps qui reste, et où il dit pardon, je le cite vraiment de mémoire, mais ce que moi j'en ai compris, c'est que sa position d'historien n'est pas la position de quelqu'un qui est tourné vers le passé, mais qui s'intéresse au présent et à cette superposition des temps dans le présent. C'est-à-dire quelle trace le passé a laissé dans le présent et qu'est-ce qui est en germe de l'avenir. Et j'ai l'impression que c'est avec ce regard-là sur le temps que j'ai écrit ce livre. Le temps, le passé, le présent, l'histoire, les événements, l'actualité et la poésie. Won't you come over to the window, my little darling? I'd like to try to read your palm. You know, I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Come on now, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. Leonard Cohen à Jérusalem lors d'un concert en 1972, So Long Marianne. Valérine Zenati, c'est cette vidéo, ce concert qui déclenche chez Mathilde, l'héroïne de votre roman Qui vive, le besoin de tout quitter, de partir et d'aller justement à Jérusalem. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette vidéo? Là, on entend l'interprétation de Leonard Cohen, il se passe quelque chose derrière. Oui, cette vidéo est extraite d'un documentaire de Tony Palmer où l'on voit Leonard Cohen pendant sa tournée de 1972 en Europe, et tournée qui se termine par 2 concerts, un à Tel Aviv et un à Jérusalem. Et le concert de Jérusalem offre un moment qui est absolument incroyable, où Leonard Cohen, à la fin d'une chanson, prend la parole et s'adresse au public et dit, voilà, il y a des nuits où l'on décolle et d'autres où l'on ne décolle pas. Cette nuit, nous ne décollons pas. Et il cite un passage de la Kabbale, donc la mystique juive, qui dit que quand tu ne décolles pas, il faut rester plaqué au sol. Et qui dit aussi que tant qu'Adam et Ève ne sont pas capables de se regarder dans les yeux, Dieu n'est pas assis sur son trône. Alors ça peut paraître là aussi très énigmatique, mais Leonard Cohen était quelqu'un d'énigmatique. Il ajoute, ce soir, ma partie masculine et ma partie féminine ne dialoguent pas.
et je ne peux pas tricher. Il quitte la scène en prévenant que s'il n'arrive pas à retrouver ses contours, il ne remontera pas, il remboursera les gens. Et on le suit dans les coulisses. Et dans les coulisses, tout le monde le presse de revenir sur scène. Et lui, de manière très, très entêtée et affirmée, dit qu'il ne peut pas tricher. Et cette vidéo que Mathilde découvre pendant le premier confinement va devenir en quelque sorte la tonalité, et presque une bible, une orientation possible dans un monde désorienté. À force de la regarder, elle prend conscience que la seule chose qui peut la guider dans un monde qu'elle ne comprend plus, dans un métier qu'elle ne peut plus exercer parce qu'elle ne peut plus transmettre l'histoire alors qu'elle-même n'y comprend plus rien, elle ne peut plus tricher. Elle quitte la scène, et la scène des cours, on va dire, et même la scène de sa propre vie. Et elle choisit, c'est pour ça que je disais que c'était un prétexte plus poétique que politique, elle choisit d'aller à Jérusalem, où a eu lieu ce moment de vérité absolue d'un artiste face à son incapacité d'investir sa présence sur scène avec justesse. Et elle se met elle-même en quête de justesse. Et dans cette quête de justesse, elle va beaucoup observer et écouter ce qui se passe autour d'elle, et jusqu'à arriver bien après à Jérusalem. On va y venir, Valérie Zenati. On parlait d'histoire, de temps long, de temps qui passe. Ces événements qui la bousculent, alors vous l'avez dit, il y a le Covid, le confinement d'abord, qui l'a rendue insomniaque, elle est à fleur de peau, les sens sont en éveil, sauf le toucher d'ailleurs, qu'elle a perdu. Et puis dans le désordre, il y a l'élection de Donald Trump, la guerre en Ukraine, la mort de son grand-père, et celle aussi de Leonard Cohen en 2016. Et puis on a donc face à une professeure d'histoire qui n'arrive plus à transmettre physiquement, puisqu'elle devient aphone, et puis intellectuellement, on a envie de dire, et tout ça fait qu'elle se demande comment faire pour vivre. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour continuer à vivre? C'est ce qu'on appelle une crise existentielle. Oui, le mot existentiel revient à quelques reprises, et dans la bouche même de Leonard Cohen d'ailleurs. Le livre commence même par l'annonce de la mort de Leonard Cohen au moment de l'élection de Donald Trump. Et il y a dans ce télescopage deux événements qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre, hormis le fait qu'ils ont lieu quasiment au même moment. Et c'est la mort d'un poète et l'arrivée au pouvoir d'un homme brutal et grossier. Et ces deux pans de la vie qui sont vraiment... Enfin, je suis pas la seule, évidemment, à le dire. Et certainement que depuis la nuit des temps, les êtres humains, vous parlez de crise existentielle, dans leur rapport à l'existence, essaient de faire face au jour et à la nuit, et à la peur, à la confiance. Et ce moment de l'existence de Mathilde va irriguer tout le livre, avec donc d'un côté la poésie et de l'autre le fracas de l'histoire et la destruction. Et ce moment précisément, vous dites, du premier confinement, qui est un moment, je citais tout à l'heure Patrick Boucheron, il le dit dans son livre aussi, qu'on n'a pas encore tiré les leçons de cet arrêt du monde qui a englobé plus de la moitié de l'humanité, et où énormément de choses ont été révélées d'une certaine manière à titre personnel. Beaucoup de gens ont eu l'impression d'avoir une sorte de révélation personnelle à ce moment-là, et révélées au niveau de l'humanité tout entière, de sa destinée, de ce qui est impossible un jour et qui le lendemain est tout à fait possible. Si on avait dit il y a 10 ans que tout le monde allait se retrouver cloîtré chez soi, dans l'incapacité de faire les choses les plus banales de sa vie, c'était de la science-fiction. Personne n'y aurait cru. Personne n'y aurait cru. Et à partir de cette incrédulité énorme, et de la capacité incroyable du monde à oublier, à repartir comme si rien ne s'était passé, elle va plonger au fond de sa conscience. C'est mon éditeur qui m'a fait remarquer pendant l'écriture, c'est pas un roman psychologique. C'est peut-être un roman de conscience. J'ai été intéressée là, dans cette période-là, d'écrire, comme souvent peut-être, sur les résonances de l'histoire et du monde dans la vie d'un personnage. Mais d'habitude, chez mes autres personnages, ça affectait directement leur biographie,
par la vie, par la mort. Jacob était un jeune garçon de 19 ans précipité dans la guerre en 1944-45. Une bouteille dans la mer de Gaza sont vraiment deux adolescents qui font face au conflit israélo-palestinien dans leur vie. Et là, c'est pas la biographie, c'est pas la psychologie, comme dans En retard pour la guerre peut-être, c'est la conscience de mon héroïne qui s'empare de cette résonance qui est à la fois évidente pour tous, mais qui est extrêmement difficile à exprimer et à circonscrire. Et qui passe vous l'avez dit, par le sensible d'ailleurs. Oui. Le sensible, c'est la musique. Oui. Évidemment, celle de Leonard Cohen, bien sûr. Vous mettez en exergue de votre livre un extrait de Jean Kolevitch qui dit que effectivement, la musique est un point d'appui pour la pensée et pour le langage. On est aussi dans cette idée d'essayer d'exprimer ce qu'on ressent, avec aussi, on l'a dit, elle devient aphone, elle n'arrive plus à dormir, elle plonge, elle sombre presque dans la nuit, dans ce silence qu'elle découvre, et il y a tout ça en même temps, juste avant d'agir et de partir. Oui, exactement. Alors la nuit est quelque chose est un temps et je vais dire presque une matière du livre très importante. Et en effet, je cite en exergue le Nocturne de Jean Kelevitch qui m'a beaucoup accompagnée. Et dans le Nocturne, il dit, j'ai apporté la citation avec moi parce que je voulais vraiment pas la déformer, il dit « Ceux qui ne dorment pas savent retrouver dans la nuit un témoin de l'origine des temps ». Et Mathilde devient insomniaque et c'est dans ces nuits que ses sens se développent parce que lorsqu'on ne peut pas, dans le noir, on peut plus facilement peut-être tendre l'oreille et aiguiser ses sens. Elle passe par une sorte de... Je ne sais pas si c'est une remise à zéro de son corps et de ses perceptions, mais il y a de ça quand même. Notre première présence au monde est purement physique, même si notre conscience est forcément là. Enfin, je suppose, je n'en ai pas le souvenir comme nous tous, mais... Je sais, pour avoir observé les bébés, que chez les nouveau-nés, on sent bien que la sensation physique et les émotions sont tout entièrement contenues dans le corps. Un nourrisson va exprimer le plaisir, la peur, la douleur avec tout son corps, absolument tout son corps. Et donc, c'est en retrouvant ses sens, sauf un, vous l'avez dit, le toucher, qu'elle va d'abord être en apparence à l'arrêt. Elle peut pas continuer à faire comme s'il ne s'était rien passé dans le même rythme des jours. Mais elle agit pas, elle reste immobile. Elle reste immobile, mais c'est une immobilité qui n'est pas passive, qui est extrêmement à l'écoute, et elle se met à enquêter, forte de ses sens, elle se met en quelque sorte à enquêter sur ses prochains, sur l'humanité. Alors elle peut pas enquêter sur toute l'humanité évidemment, mais sur ce qu'elle a sous les yeux, devant elle. Elle suit les gens dans la rue, elle les écoute, elle essaie d'entendre comment ils parlent. Elle sent qu'elle fait face à une énigme et ses semblables ont peut-être la clé et vont peut-être lui délivrer une clé en parlant d'une certaine manière, en agissant d'une autre manière. Et c'est à force d'aiguiser ses sens et à force aussi de se retrouver déstabilisée parce que le temps continue de s'écouler. Dans le temps, il y a la mort de son grand-père, il y a la guerre en Ukraine qui a commencé alors que la pandémie n'était même pas terminée et qui déplaçait l'inquiétude vers un autre pôle. À force d'avoir ces secousses, elle synthétise presque les éléments qui sont là, sous ses yeux, les interrogations, en se disant, voilà, la réponse, c'est cette mise en route vers le lieu où Leonard Cohen a fait preuve d'une justesse vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Et là, elle se met en mouvement. Et j'ai adoré ce moment où Mathilde ne se pose plus de questions. Parce qu'elle s'en pose beaucoup. Mais c'est agis d'abord, tu comprendras ensuite. C'est ce mantra, effectivement, que vous écrivez. Voilà, qu'on lui répétait, et qui est un verset biblique qu'on lui répétait quand elle était enfant, et qu'elle n'aimait pas entendre. Elle voulait comprendre avant d'agir. Et là, elle se retrouve à agir et à se mettre en mouvement d'une manière très, très étonnante pour elle, je crois.
Et vertigineuse, puisque d'abord elle ne sait pas vraiment où elle va aller. Elle quitte sa fille, son mari. Elle était de toute façon plus très présente, même si physiquement elle était là, l'esprit était presque ailleurs. Et elle arrive donc dans ce voyage initiatique en Israël avec des rencontres, puisque voyager c'est évidemment rencontrer. La première question peut-être que se pose Mathilde en arrivant en Israël, c'est qui elle est. Est-ce qu'elle se sent pas un peu jugée de ne pas être la bonne personne au bon endroit, peut-être? Alors, je sais pas si elle se demande qui elle est, parce qu'à un moment donné, quand elle regarde un autre documentaire sur Leonard Cohen, elle dit que la question de savoir qui elle est ne l'habite plus, mais plutôt comment perçoit-elle les choses et le monde. En revanche, ce qui lui apparaît en arrivant dans ce pays qu'elle ne connaît pas et où elle est allée une seule fois, à l'âge de 6 ans, c'est une diversité de positions très affirmées. Elle ne connaît personne dans ce pays et donc elle va de lieu en lieu. Et bon, la seule personne dont elle a le souvenir, c'est un vieux cousin donc qu'elle va retrouver. Et elle va discuter avec des gens, écouter chaque personne qu'elle rencontre. Je crois que ce qui l'habite comme question, c'est plus qui sont les autres ? Comment regarde-t-il le monde ? Comment se forge-t-il une vision ? Parce que là aussi, pendant la pandémie, moi, ce qui m'a frappé pour le coup, là je parle en mon nom propre, c'est qu'au départ, on avait le sentiment que ça pouvait que ça pouvait bouleverser la vision qu'on avait de l'humanité et du destin de l'humanité. Et or, si c'est avéré, c'est que chacun a été encore plus ancré dans ses positions. Les religieux y ont vu des signes messianiques, les complotistes y ont vu évidemment la preuve qu'il y avait une sorte de grand ordonnateur caché je ne sais où. Les écologistes ont dit voilà, c'est une leçon sur la façon dont on doit traiter peut-être la nature. Et donc chacun a été renforcé dans ses positions et n'a pas changé. Et elle, je crois que c'est vrai, elle se demande qui sont les autres et peut-être plus que qui est-elle. Mais bon, ça c'est ma perception. Non, ce que je voulais peut-être dire, c'est qu'en fonction de comment les gens la voient, elle se dit, il y a une forme d'assignation identitaire, que chacun est dans son terrain, bien dans ses bottes, et ne va pas changer de position. Oui. Alors, quelqu'un m'a fait remarquer que lorsqu'on dit que Mathilde est désorientée, c'est avoir perdu son orient, et étymologiquement. Et Mathilde, elle a cette tension entre l'Orient et l'Occident, entre l'Est et l'Ouest. Quand il y a la guerre en Ukraine, elle dit mon cœur était à l'Est et moi j'étais à l'Ouest. Et là, quand elle arrive en Israël, elle sent qu'elle passe de l'Occident à l'Orient. Et alors je crois qu'effectivement là, en arrivant dans ce coin du monde qui est un Orient pour nous en tout cas, elle s'aperçoit que là-bas, les gens qui y vivent ont peut-être des choses à nous dire sur la façon dont on les regarde, sur les certitudes que l'on a, et vis-à-vis d'une réalité qui n'est pas la nôtre. Et elle est renvoyée à ça. Elle observe ça de manière très intriguée. J'ai décrit des personnes âgées quand j'étais jeune. J'ai écrit sur des enfants maintenant que je suis âgé. En fait, je vis des époques différentes, je vis avec des gens différents, mais tout cela vient de moi, ça vient de l'intérieur de moi. Je ne m'occupe pas de personnages, non, je ne m'occupe pas de personnages de telle ou telle sorte. Ce que je fais, c'est que je cherche à m'agrandir, à me réduire, à vivre différents âges de ma vie. Je ne fais pas comme si je comprenais les femmes, les enfants, les personnes âgées. Je ne suis pas comme Balzac. Je n'écris pas comme Balzac sur différents types d'êtres humains.
C'est tout à fait autre chose. La voix d'Aaron Appelfeld, donc, sur France Inter en février 2017. Valérie Zenati, je vous demande pas si vous l'avez reconnu, bien évidemment. On parlait de Mathilde dans votre livre qui part à la rencontre de plusieurs personnes dans son voyage initiatique. Est-ce que vous voulez bien, en quelques mots, nous dire comment s'est faite votre rencontre avec Aaron Appelfeld et comment est-ce qu'il est devenu, je ne sais pas si vous dites qu'il a été votre mentor. Alors, je suis d'autant plus émue d'entendre sa voix aujourd'hui que, aujourd'hui précisément, ça fait 6 ans qu'Aaron Appelfeld s'est éclipsé de ce monde, comme on dit en hébreu. Et c'était le 4 janvier 2018. Et avec lui, à ce moment-là, sa voix physique s'est éteinte, mais sa voix littéraire, et j'en ai fait l'expérience très concrète en écrivant après sa mort et en continuant de le traduire, sa voix littéraire est restée intacte, parce que c'est ça le miracle de la littérature. Et donc, ma rencontre première avec Aaron Appelfeld s'est faite par sa voix dans un livre que j'ai ouvert un jour en 2002 pour préparer l'agrégation d'hébreu. C'était Le Temps des prodiges, Torah Plaot. Et dans cette voix que j'entendais pour la première fois, il y avait justement, je dis justement parce que ce sont des choses qui s'intensifient pour moi avec le temps, il y avait une clarté et en même temps une évocation du mystère et de l'énigme qui sont venus me chercher et qui à la fois m'apaisaient et me mettaient en mouvement. Chez Aaron Appelfeld, il y a un très grand souci. Quand il dit qu'il n'est pas Balzac, c'est que notamment il ne fait pas de roman sociologique, mais il y avait un grand souci d'approcher l'énigme de chaque être. Et dans ces dévoilements les plus fins, les paroles dites au mauvais moment ou au bon moment, les gestes qui consolent ou qui attaquent. Et la question du pourquoi était là, mais il prétendait pas savoir pourquoi les êtres étaient comme ils étaient. En revanche, il essayait de les peindre, il essayait de leur donner vie. Et donc, ma rencontre avec lui a été vraiment d'abord à travers un livre, et puis ensuite j'ai eu la chance de proposer de le traduire à Olivier Cohen, aux éditions de l'Olivier, et de me lancer dans la traduction de cette œuvre. Et donc ensuite, j'ai rencontré sa personne réelle, et son regard, sa voix, son écoute, qui ont été, je sais pas si le terme mentor, parce que je crois que lui-même aurait eu un petit sourire en disant non, n'exagérons pas. Mais je dis souvent que j'ai rencontré un frère. Un frère, il y avait quelque chose d'être très fraternel entre nous. Je peux dire un frère parce que je n'en ai pas, donc dans le mot fraternel, je mets une sorte d'expérience commune, partagée au-delà des mots, avec une manière de pouvoir s'épauler sans que ce soit, sans qu'il y ait un intérêt ou un calcul, mais une sorte de gratuité qui existe pour moi dans la fraternité. Et il y avait entre nous, dans nos discussions, cette possibilité à la fois de rire de nous-mêmes et aussi d'interroger ce chemin ardu de l'écriture qui était le sien et qui, à ma modeste place, est le mien. Il dit « Je ne m'occupe pas de personnages, je vis des époques différentes, ça vient de l'intérieur, ça vient de moi. » Deux questions qui me viennent. D'abord, l'empreinte autobiographique dans vos récits, jusqu'où elle va? À quel moment vous vous dites je mets de moi dans mes personnages, ou alors non, ça c'est trop intime, je m'arrête? C'est une très vaste question parce que oui, j'écris à partir de moi. C'est le centre de l'écriture se trouve dans cette intériorité dont Aaron Appelfeld parle très bien et à laquelle il m'a rendu encore plus sensible. Je pense aussi souvent à quelqu'un qui a été un des maîtres d'Aaron Appelfeld, et qui est Kafka, qui dit dans les conversations avec Gustav Janouch qu'on ne grandit pas du bas vers le haut,
mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, c'est quelque chose qu'Aaron Appelfeld reprend. Donc, oui, la matière première de l'écriture est intérieure. Elle est liée pas forcément à mon autobiographie, mais à tout ce que ma conscience et mon inconscient ont pu emmagasiner du monde. Donc, ça passe par des livres lus. Les livres que j'ai lus, ce sont pas des épisodes autobiographiques, mais ils m'ont imprégné de manière aussi forte. Ça passe par la musique, par les rencontres, les êtres. Un infini de possibilités que nous offre la vie au-delà de nous-mêmes. Sur la question de l'autobiographie, je dirais que ça me paraît très, très plat de raconter ma vie. En revanche, partir de choses qui sont pour moi indicibles au quotidien, mais qui sont extrêmement présentes en moi au quotidien, ça m'intéresse. J'aime partir de là et surtout, je sens que je peux y atteindre une forme de justesse parce que si tout à coup, il y a des gens qui arrivent très bien à écrire sur ce qu'ils ne connaissent pas, mais si tout à coup je me mettais en tête d'écrire sur le passage à l'âge adulte d'une Inuit, par exemple, ou d'une jeune fille, d'une jeune Colombienne, j'aurais un mal fou parce que je n'ai pas ses perceptions, je n'ai pas ses paysages, je n'ai pas son histoire, je n'ai pas sa langue et je ne saurais pas comment faire. Donc j'ai besoin de partir de quelque chose en moi qui me semble clair, qui est un rapport à la langue, au temps, qui me semble clair, pour aller vers l'inconnu de la fiction. Là, je peux dire qu'avec Mathilde, je partage une chose très précisément, c'est le souvenir de la guerre de Kippour en 1973. Ce souvenir qu'on a de Mathilde dans le roman, d'une petite fille dans une synagogue le jour de la guerre de Kippour, c'est un souvenir que j'ai, moi. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça que je partage avec elle. Et autrement, elle a sa propre biographie, sa vie, son mari, sa fille, et j'aime cette altérité qui permet beaucoup de liberté, à vrai dire. Je crois que si j'écrivais quelque chose de purement autobiographique, je me sentirais extrêmement contrainte. En tout cas, c'est ce que je peux dire à ce jour. Je parie jamais sur l'avenir. En parcourant votre bibliographie, on a tiré des fils parce qu'il y en a effectivement entre votre vie, ce que vous avez écrit, et puis entre les romans aussi. Et je parlais en tout début d'émission d'un personnage qui est le personnage principal de votre premier roman en 2006, qui s'appelle Constance Kahn et qu'on retrouve avec le même prénom et le même nom dans ce dernier roman qui paraît ce jeudi 5 janvier 2024. C'est qui ce personnage pour vous? Pourquoi est-ce que c'est un personnage que vous vous traînez, pour le dire un peu familièrement? Alors, l'apparition de Constance Kahn a été vraiment une joie et une surprise pour moi. Alors je sais que ça paraît toujours étrange parce qu'on considère que l'écrivain tient les rênes et c'est ce qu'il fait et tout est réfléchi voilà. Et pensé à l'avance. Or non, en tout cas pas en ce qui me concerne et en particulier avec ce livre, j'ai voulu écrire ce livre dans un état d'incertitude et donc d'étonnement possible. L'incertitude, c'est aussi ce qui caractérise notre époque. Voilà, on se couche un soir et on se lève le lendemain et on a l'impression que le monde a basculé. Et donc, cette incertitude qui fait que tout peut advenir, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est à partir du moment où Mathilde se met en route et part en Israël, j'ai ressenti très profondément que chaque seconde allait être pour elle une source de nouveauté et pour moi aussi. Donc je l'ai suivie. Et il y a eu un moment où, alors j'avais un peu de temps d'avance sur elle, je crois, mais où voyant ce moment où elle allait arriver à Jérusalem, j'ai eu vraiment cette vision de ce personnage, Constance Kahn, qui était présente dans En retard pour la guerre, qui est l'héroïne d'En retard pour la guerre, et qui s'est imposée à moi parce que ce qui se passe quand Mathilde arrive à Jérusalem, c'est évidemment quelle autre ville que Jérusalem peut offrir une telle superposition des temps. Jérusalem, c'est une sorte de
tourbillons comme il y en a dans la mer qui aspirent, et où en permanence les temps se mélangent. Et les temps se mélangent dans la ville et dans ses habitants et dans ce que chacun peut éprouver. Et là, ce qui s'est mélangé, c'est dans quelque chose, dans un événement qui se produit à la toute fin du récit, c'est les échos de la destruction du temple de Jérusalem. Et quand j'ai su que les échos de cette destruction allaient prendre leur place dans le livre, là, en 2022, le livre se passe en 2022, Constance Kahn s'est imposée parce qu'elle-même, en 1991, faisait une maîtrise sur Flavius Joseph, qui est un historien juif qui s'est attaché à Vespasien et à Titus, et Flavius Joseph, par lequel on a énormément d'informations à la fois sur Jésus et sur la destruction du temple de Jérusalem. Et j'ai vraiment vu Constance Kahn, j'allais presque dire, j'étais heureuse d'avoir de ces nouvelles. Mais ça veut dire que Valérie Resignaty, même dans la fiction, le passé vous a rattrapé. Exactement. Ce roman je peux le dire, m'a déstabilisée au départ, parce que souvent je dis que moi je publie tous les 4 ou 5 ans à peu près, et donc il y a vraiment du temps qui s'écoule entre chaque livre, et dans ce temps-là, il y a, je crois, plusieurs livres qui se battent en moi, et plusieurs pistes, plusieurs directions qui s'offrent à moi, et c'est celle qui s'entête le plus qui finalement existe. Voilà, qui gagne, qui vive, c'est le livre qui a gagné. et donc là, quand je dis que j'ai été déstabilisée, c'est que j'ai senti qu'il y avait des motifs qui revenaient, et qui revenaient pour être interrogés d'une autre manière. En retard pour la guerre, c'était un roman qui se passe, c'est mon dernier roman en date qui se passe en Israël, avant Qui vive, qui est paru donc en 2006, et où il y avait aussi une interrogation sur le temps, l'histoire et la guerre à travers la première guerre du Golfe. Et donc ce personnage s'est échappé pour me faire signe et me dire voilà, je suis toujours là à Jérusalem. Et ce sera d'ailleurs l'une des réponses apportées à Mathilde, cette rencontre. Mais effectivement, on va pas en dévoiler plus. Oui. Valérie Resignaty, il faut lire votre dernier roman. Ça s'appelle Qui vive. Il paraît ce vendredi 5 janvier aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup. Merci à vous infiniment d'être venu dans les Midis de Culture pour partager cette rencontre avec nous. On termine toujours cette émission en musique. Alors, on n'a pas été très originaux, mais on a choisi 2 chansons en référence au trajet de Mathilde dans votre roman, une chanson sur Tel Aviv ou une chanson sur Jérusalem. Laquelle souhaitez-vous découvrir, Valérie Resignaty? J'aimerais bien écouter celle sur Tel Aviv. J'en Merci beaucoup. המגדל ענן קורע, צריף על שפת הים שוקע, זו העיר היא תל אביב. הנמל יצא לפנסיה, אין תפוס ואין ולנסיה, זה הקהו תל אביב. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. ערב ערב מתעוררת, זו העיר ומתאפרת, ים אדם צמא רעב. Tel Aviv par Harissal. Voilà, on vous a fait découvrir ce chanteur et cette chanson, Valérie. Merci beaucoup. Je suis curieuse d'avoir la chanson sur Jérusalem aussi, du coup. Mais on vous la fera écouter en antenne. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture, une émission préparée par Ansel Wendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. L'émission est réalisée ce midi par Nicolas Berger et à la prise de son, c'est Jérémy Kaufmann. Merci à tous et à demain.